Ce soir, suite de notre collection sur la contre-histoire de la France outre-mer, avec un sujet sensible, la place de l'enseignement dans la colonisation. Bonsoir à tous et bienvenue dans ce nouveau numéro d'Archipel. Au XIXe siècle, la France devient un État-nation. Alors il lui faut un mythe fondateur, un récit, une histoire qui dit aux Corses, aux Bretons ou aux Auvergnats, voilà qui tu es. Ce sera Vercingétorix et ses compagnons, les Gaulois. Partout, on impose deux choses, un modèle, l'école de la République, et une langue, le français. De la Réunion à la Guyane, en passant par les Antilles et le Pacifique, nos ancêtres les Gaulois ont colonisé les esprits. C'est un documentaire de Dorothée Lachaud. On va essayer ici le petit contine sur grand-mère Carl en et aussi on va essayer en créole. Allez, commence. C'est une histoire d'écoliers qui apprennent à parler, à lire et à compter dans leur langue maternelle. La scène peut paraître banale, mais en Outre-mer, c'est révolutionnaire. Pendant plus de 2 siècles, la métropole a interdit aux enfants d'utiliser le créole à l'école, sous peine de bonnet d'âne ou de coups de fouet. À l'école des colonies d'outre-mer, seul le français a droit de citer. L'histoire de la colonisation des terres lointaines en cache une autre, encore amère, celle de la colonisation des esprits. C'est bien à l'école que commence l'histoire de ce grand lavage de cerveau, une histoire faite de héros blancs, de hussards noirs, et d'enfants qui rêvaient d'aller à l'école. Il est fort, il est grand. Il s'appelle Vercingétorix. Il n'est pas corse, il n'est pas breton, ni basque. Il vient des Arvernes, d'Auvergne. Depuis la Troisième République, c'est aussi notre premier ancêtre gaulois. Le premier français, en quelque sorte. Fini Clovis, les Francs et autres dynasties royales. L'histoire doit commencer avec Vercingétorix, le père d'une France une et indivisible. Il a rendu les armes à Alésia, mais il l'a fait en héros face à César. Un héros comme la grande histoire les aime, un héros facile à exporter dans les écoles de l'Empire. Nos livres d'école, c'était les histoires de France, de Jeanne d'Arc, voilà, de Louis XIV, Louis XIII, voilà, tous ces personnages-là. Nous, on ne comprenait rien. On suivait ce que le maître nous enseignait, quoi. On ne comprenait rien. Bon, on apprenait, on savait qu'on apprenait l'histoire de France, les ancêtres. On disait nos ancêtres les Gaulois. Maintenant, je rigole, mais à l'époque, je ne faisais pas attention. Que j'étais noire, j'apprenais l'histoire. J'apprenais que... on m'a inculqué que mes ancêtres étaient Gaulois, alors que mes ancêtres étaient des Kanaks. Maintenant, avec le recul, ouais, ça me fait rien. Et mon père, qui était enseignant, l'enseignait pareillement. Nos ancêtres étaient les Gaulois. Et mais si la mémoire rancunière du colonisé retient cette phrase, nos ancêtres les Gaulois, c'est parce que ça, quelque part, l'esprit a été marqué. Si les esprits ont été marqués, c'est parce que la France a exporté dans ses colonies d'outre-mer une institution, l'école. Depuis la Révolution française, la métropole nourrit un grand projet, l'école pour tous. Mais le développement de l'école reste lent et inégal, et en outre-mer, comme souvent, la situation est exacerbée.
Nous sommes au début du 19e siècle. L'école est alors réservée aux Blancs, enfants de colons aisés ou d'engagés des villes pauvres françaises. Ces élèves n'apprennent pas encore l'histoire des Gaulois, mais celle des Saintes Écritures. Laissés pour compte la plus grande partie de la population servile, ces enfants d'esclaves déportés d'Afrique. En droit, dans la société servile, l'esclave est un meuble. Bon, Aristote disait qu'il est un objet, mais un objet animé. Donc la question de la scolarisation des enfants d'esclaves ne se pose pas. Elle va commencer à se poser quand il est à peu près acquis en Europe que l'esclavage en tant que système est condamné. Et qu'il convient dès lors de préparer cette abolition. Avril 1848, un homme prend les choses en main. Le sous-secrétaire d'État à la Marine et aux colonies, Victor Schœlcher, rédige le décret d'abolition de l'esclavage, une mesure qui prend effet aux Antilles et à la Réunion. Dans ces vieilles colonies françaises, c'est la Révolution. Le noir n'est plus synonyme d'esclave. Une nouvelle société coloniale peut voir le jour. Une société dans laquelle l'ancien esclave, l'affranchi, aspire à devenir l'égal du maître, à rejoindre les bancs de son école. Ça a été extrêmement compliqué, parce que Schœlcher, dans l'un de ses ouvrages, donne au moment de la libération des esclaves le nombre d'esclaves, le nombre d'enfants esclaves scolarisés. Et il est ridicule, très proche de zéro. Et donc à ce moment-là, lorsque la société donc, va se transformer, puisqu'on rentre dans une nouvelle ère, qui est ce qu'on appelle l'ère coloniale, on dira à ce moment-là, ce sont des hommes, désormais, mais ce ne sont pas encore des citoyens. Parce qu'il leur manque cette chose essentielle, l'école. À compter de 1848, tous ont droit à l'école. La réalité fonctionne tout autrement. Des écoles sont implantées un peu partout sur le territoire de la Guadeloupe, mais en nombre nettement insuffisant. Il n'y a pas, à ma connaissance, 30% d'enfants en âge d'être scolarisés à fréquenter les écoles. L'école est devenue un droit, mais au lendemain de l'abolition, les écoles se font encore rares, les écoliers aussi. Pour la bonne société coloniale, l'affranchi est une menace, le racisme est à son comble. Et avant de voir les enfants des anciens esclaves rejoindre les salles de classe, encore faut-il trouver les enseignants pour les y accueillir. La question qui se pose, c'est de savoir à qui va être confiée leur instruction. Eh bien, pour un certain nombre de raisons, ce sont toujours aux congrégations enseignantes, celles des frères, des écoles chrétiennes pour les garçons, celles des sœurs de Saint-Joseph de Cluny pour les filles, et d'une autre congrégation qui a été fondée localement, celle des filles de Marie, que sont confiées l'instruction des enfants des affranchis. Ce sont des religieux qui tiennent ces écoles-là, et pour les autres, l'école dite l'école laïque, l'école publique, elle ne fait que de timides apparitions à cette époque-là. Au départ, ce sont surtout des prêtres qui font l'école en Outre-mer. La religion catholique y est omniprésente. Des Caraïbes à l'océan Indien jusqu'au Pacifique, les missionnaires se sont installés partout, parfois même avant les administrations coloniales. Ils se sont emparés de l'instruction des populations, ce qui a pas mal facilité leur entreprise d'évangélisation massive. Mais les intérêts de l'Église ne vont pas toujours dans le sens de la société coloniale. Le projet des frères écoles chrétiennes est un projet d'émancipation. Pour eux, il n'y avait pas de limite au développement de l'instruction, que cette instruction-là ne pouvait pas se résumer uniquement à préparer des travailleurs qu'ils puissent être
et ne fonctionner que comme force d'exploitation dans un système social. Mais là s'opère un malentendu qui va aller en s'accentuant. Pour les notables de la colonie, la seule question qui vaille, c'est l'instruction de leur progéniture. C'est la garantie de leur ordre, c'est la reproduction de leur système. Ils se moquent, ils sont totalement indifférents, voire opposés au développement de l'école. Il n'y a pour eux d'école, il n'y a pour eux d'instruction que pour leur progéniture, que pour permettre à l'ordre colonial de perdurer. Au milieu du 19e siècle, la France se tourne vers le Pacifique. Les missionnaires, là aussi, ont déjà pris leurs aises. Ce sont eux, les maîtres blancs, qui font l'école de Dieu. Et en 1860, quand le contre-amiral Guillain débarque en Nouvelle-Calédonie, c'est pour faire régner la loi de la métropole, quitte à écraser un pouvoir coutumier fort en place depuis des siècles, celui des Kanaks. Ses premières mesures de gouverneur, établir un nouvel ordre social, l'indigénat, envoyer les Kanaks dans des réserves et interdire aux missionnaires de faire l'école en langue indigène. L'espace colonial, c'était un espace clivé en Nouvelle-Calédonie, où les gens cohabitaient, mais vivaient quand même dans des espaces qui étaient relativement séparés. Bon, ils se retrouvaient pour des raisons de travail, mais c'était quand même assez séparé. Et donc, à partir de là, sur ces deux bases, ces deux types d'espaces, l'espace européen et l'espace kanak, se sont implantés des systèmes scolaires différents. C'est simple, l'école publique pour des Européens et des enfants, il y aura des enfants kanaks qui vont être aussi dedans, mais c'est des enfants kanaks de parents qui sont déjà un peu dans l'administration. Et puis les écoles confessionnelles qui sont des écoles majoritairement kanaks. La bonne société coloniale, non, on voit ces enfants dans l'enseignement public, réservé aux Européens. Il n'y a pas de mixité scolaire en Nouvelle-Calédonie. La question s'est posée à Nouméa de la possibilité, pour les quelques enfants kanaks qu'il y avait à Nouméa, les enfants domestiques, de pouvoir s'asseoir sur les mêmes bancs que les Européens dans les écoles communales. Et ça n'a jamais été accepté. Donc ce qu'on a, vous parlez, vous avez dit école à deux vitesses, pourquoi pas parler d'école de la ségrégation? Le souci, c'est de faire des bons chrétiens, comme je veux dire, des bons kanaks. Quand je dis bons kanaks, c'est-à-dire que des kanaks qui peut être aussi une main-d'œuvre docile pour dire le développement de la Nouvelle-Calédonie. L'outre-mer français est vaste, contrasté. C'est pourtant le même programme qui s'applique dans ces écoles. Former une main-d'œuvre locale pour développer les territoires colonisés. Une école élémentaire qui porte bien son nom. Dans l'esprit des autorités françaises, il s'agit de former quoi? De dispenser une école rudimentaire, un savoir rudimentaire à des populations pour les amener assez rapidement au travail. Donc, pour les autorités françaises, la réponse à cette préoccupation passe par des écoles élémentaires dispensant d'un savoir limité, on va dire utile, et en direction des populations de couleur. S'agissant de la morale, elle emprunte pour une part à la morale religieuse dominante, pour une part à une certaine percée de la morale laïque. Mais c'est encore timide. Il faut bien comprendre qu'à l'époque, si cela est vrai en France, cela l'est davantage encore en Guadeloupe, du fait même de la réalité coloniale qui n'entend pas que le jeune Guadeloupéen, surtout s'il est noir, puisse avoir une pensée en dehors de la pensée religieuse. Il faut attendre la deuxième moitié du 19e siècle pour que les mentalités et les politiques scolaires changent. Cette révolution, on la doit à l'homme fort des Républicains, Jules Ferry. Nous sommes en 1870, la Troisième République voit le jour dans la défaite face aux Allemands. Et pour sortir le pays du tourment, les Républicains veulent voir plus loin. Ils se lancent dans de nouvelles conquêtes coloniales. Dans le même temps, ils imaginent un nouveau projet social, l'État-nation. Bretons, Basques, Berrichons, Calédoniens, Congolais ou Antillais, tous sans distinction doivent devenir des citoyens de l'Empire français.
Pour mieux comprendre l'ambition républicaine, il faut se tourner vers les États-Unis, où les chercheurs conçoivent avant tout la France comme un empire. La Troisième République a hérité d'un empire. Elle succède à un régime qui s'est lui-même appelé empire. Le Second Empire s'est appliqué à faire tout ce que les empires font. D'ailleurs, Napoléon III a eu cette phrase célèbre « Je suis aussi bien l'empereur des Arabes que celui des Français ». Alors que va faire la Troisième République après la défaite de 1871? Elle va tenter de se distinguer de l'Empire qui vient de s'éteindre, tout en s'attachant à réguler l'Empire dont elle vient d'hériter. Et cette situation s'est avérée ambivalente dès le départ. Après la guerre de 1870, les autorités françaises sont traumatisées. De nombreuses critiques portent sur l'école et rendent l'école en partie responsable de la défaite française de 1870. Et il convient pour une partie des républicains donc de faire de l'école ce qu'a dit Ferry, la République fera l'école fera la République. Il s'agira donc de préparer l'écolier à être demain un bon soldat et un bon citoyen, à aimer la France. Et dans les modèles qui ont été imaginés à cette époque, c'est justement donc d'une identification à une histoire mythique de la France qui est susceptible de surmonter toutes ces difficultés et de résister à tous ceux qui voudraient lui faire la guerre. Fabriquer un citoyen soldat pour reconstruire la France. Voilà l'ambition des Républicains. L'un d'eux, Jules Ferry, a décidé que l'école serait l'outil de cette mutation. Gratuité, obligation, laïcité. Entre 1880 et 1884, les lois Ferry révolutionnent l'institution scolaire. L'heure est à la rupture. Mais si cette école de la République doit émanciper l'individu, elle doit aussi lui transmettre une certaine idée de la France, le pays des Lumières. Quand Jules Ferry prend en main ce ministère de l'instruction publique, Ferry est un républicain, c'est vrai, mais Ferry est surtout un nationaliste français. En ce sens que ce que Ferry veut, c'est tout de même répandre la pensée, l'idéologie qui est celle du nationalisme français. Les élèves qui vont fréquenter les écoles sont donc amenés à recevoir la France comme étant la puissance civilisatrice, la mère patrie. Ce qu'on leur demande par-dessus tout, c'est de réciter quasiment un texte déjà construit, notamment les humanités. Elles ne sont jamais pensées à partir de l'humain qui est présent en face du maître, mais sont pensées à partir de l'humain qui est censé être l'humain universel, c'est-à-dire le Français qui vit en France. Alors, le Petit Lavis, édition 1932, c'est le cours moyen, donc classe de 8e et 7e des lycées et collèges, garçons et jeunes filles. Enfants, tu vois sur la couverture de ce livre les fleurs et les fruits de la France. Dans ce livre, tu apprendras l'histoire de la France. Tu dois aimer la France parce que la nature l'a faite belle et parce que son histoire l'a faite grande. Signé Ernest Lavis. Et il y a un chapitre sur la colonisation, puis ce qui est important surtout dans ces manuels, sont les résumés, ce que les enfants devaient apprendre par cœur. Alors voilà le seul passage qui concerne l'Empire colonial, page 245, avec une carte d'ailleurs. La République a augmenté notre empire colonial en Asie du Tonkin, en Afrique de la Tunisie, du Maroc, du Soudan, de Madagascar, etc. Les colonies françaises, dont la population est de 60 millions d'habitants, rendent de grands services à notre commerce et à notre industrie. Point. Il n'y a pas un mot sur l'esclavage. Pas un. Il n'y a pas eu d'esclavage jamais. Il n'y a pas eu suppression de l'esclavage sous la Révolution. Il n'y a pas eu rétablissement. Et il n'y a pas eu de loi Schellcher en 1848. Rien. Et moi, je l'ai eu à la fin des années 40. 1940. Donc ce que je vous dis, c'est vraiment
ça n'existait pas dans les programmes. C'est le tabou total. L'inspecteur général Ernest Lavis a créé un manuel destiné à tous les petits-enfants de France des classes élémentaires qui correspondait à la loi sur l'enseignement obligatoire. Donc il a fabriqué une histoire nationale hexagonale. Une histoire nationale pour se remettre de Sedan. Une histoire nationale qui doit inculquer aux écoliers de métropole et des colonies une certaine idée de la France, à l'image d'une patrie forte, une et indivisible. La fabrique de la République, de la citoyenneté, s'est faite au détriment des spécificités. Sauf que tout ça a dû se faire par un outil qui était l'école. Ce qu'on ne doit jamais oublier quand on parle de l'école dans les colonies, c'est que le modèle, c'était le modèle que l'État a utilisé pour fabriquer la France elle-même. C'est pas pour les Congolais ou les Guyanais qu'on a inventé nos ancêtres, les Gaulois habitaient des huttes en bois, etc. C'est pour fabriquer la France. Ce qu'il y a de curieux, enfin pas de curieux, historique, c'est que c'est à ce moment-là qu'il y a l'expansion coloniale. C'est à ce moment-là qu'on a été en Asie, en Indochine, qu'on a été en Afrique. Et donc on a porté au Congo ou à Saïgon des livres qui n'étaient pas faits pour ces gens-là, pour les aliéner ou pour les émanciper, qui étaient tout simplement les mêmes qui avaient été faits pour les Corses et pour les Bretons, nos ancêtres les Gaulois. Dans les écoles coloniales, dans ces écoles de l'outre-mer français, il y a, si vous voulez, un point commun à tous les Français, c'est que vous recevrez, quel que soit le lieu où vous serez scolarisé en votre qualité de citoyen français, vous devez recevoir les mêmes contenus d'enseignement. Comment parler de même contenu quand on n'est pas tout à fait les mêmes citoyens, quand on ne partage pas tout à fait la même histoire? Qu'à cela ne tienne, de l'Hexagone aux confins de l'Empire colonial, tous les écoliers doivent être laïcisés et francisés. Pour réaliser ce miracle, l'école va donner naissance à un outil diablement efficace, le manuel scolaire. Dans les manuels scolaires, notamment les manuels d'histoire, on va trouver une vision très singulière, très particulière de la France, une vision qui glorifie une âme nationale et qui par conséquent s'attache à susciter le développement chez les enfants d'un attachement national très fort. Quel était le projet de Ferry? Il venait d'un milieu traditionnellement conservateur et plutôt anticlérical. Et dans sa vision, pour créer une base idéologique à la République, il fallait exclure l'Église de l'éducation et la remplacer par une instruction laïque, généralisée, pour les garçons comme pour les filles. C'était un projet très excitant. Et d'une drôle de façon, si on prend un peu de recul, l'universalisme du catholicisme a été remplacé par l'universalisme de l'enseignement républicain. En 1882, avec la laïcisation, l'histoire sainte, matière religieuse, est exclue de l'enseignement scolaire, et donc il reste l'histoire de France. Le but de l'enseignement, n'est-ce pas, c'est de communiquer des sentiments et des valeurs autant que des connaissances en histoire. Et c'est en ça que l'enseignement, il n'y a pas de rupture entre l'enseignement de l'histoire sacrée et l'enseignement de l'histoire de France ainsi comprise. Ce qui intéressait les gens, c'était tout ce savoir héroïque qui était en bas. Je parle de Roland de Rossevaux, qui était resté quand même Charlemagne. Pourquoi? Parce que la société kanak et océanienne en général identifiait les personnes comme étant des repères historiques. Ce qui fait que les personnages ont beaucoup plus intéressé avec les événements. Le fait de s'identifier au Roland de Rossevaux, c'est de dire que jusqu'au bout, jusqu'à la mort, peu importe les tournures, mais il faut mourir en héros. Et je me rappelle, des filles dans notre classe pleuraient quand alors peut-être que l'instituteur aussi exagérait un peu, mais on se disait, quand on se retrouvait dans les parages, on se disait, ça c'est un chef, ça c'est un chef.
Dans les écoles d'outre-mer, des manuels scolaires importés de métropole ont servi à mettre des visages sur ces noms. Ces héros sont tous blancs, mais tant que l'histoire est bonne, plus c'est gros, plus ça fonctionne. C'est aussi ça, l'école républicaine. Exhumer des figures et des événements pour tirer vers le haut les sujets de l'Empire. Ce programme porte un nom, la mission civilisatrice. Dans le discours scolaire, bien entendu, le fait de développer l'instruction est souligné avec beaucoup de chaleur. La mission civilisatrice, c'est développer la scolarisation partout. La République a apporté l'école aux petits Français et elle va l'apporter au peuple colonisé. En tant qu'élève, ce que j'ai reçu comme enseignement concernant l'histoire, c'est fondamentalement l'histoire de France. Où quand les colonies sont mentionnées, ce n'est jamais en tenant compte des réalités coloniales et du fait colonial lui-même. Ce qui est donné, c'est la mission civilisatrice de la France, la mission d'humanisation qu'opère la France quand elle est présente sur des territoires où elle permet à des habitants de ces pays de sortir de l'état de sauvagerie, en quelque sorte, de primitivisme, pour parvenir à l'état de civilisation. L'autre, pour l'Europe, c'est le monstre. Messieurs, il faut parler plus haut et plus vrai. Il faut dire ouvertement qu'en effet, les races supérieures ont un droit vis-à-vis des races inférieures. Je répète qu'il y a pour les races supérieures un droit parce qu'il y a un devoir pour elles. Elles ont le devoir de civiliser les races inférieures. La mentalité de cette époque républicaine est traversée par des représentations, par des croyances diverses, et la raciologie, si on peut l'appeler comme ça, en est une tout à fait fondamentale. C'est un produit typiquement moderne des sciences naturelles du XIXe siècle qui a fait le bonheur, si j'ose dire, tristement, d'un certain nombre de penseurs de cette époque-là. Par conséquent, il y a quelque chose comme une évidence, pas universellement partagée, heureusement, mais pour beaucoup des esprits de cette époque-là, dans la hiérarchie des races. Donc on nous a appris que la civilisation supérieure était la civilisation occidentale, que les races noires étaient d'une race inférieure, que la colonisation a été l'occasion pour ces pays, ces peuples sauvages, de se civiliser, etc. En tout cas, ça démontrait le côté pervers de l'enseignement aliénant par beaucoup de ces aspects qui nous étaient imposés alors. En matière d'instruction, l'ambition de la métropole est sans borne. Mais la réalité coloniale est tout autre. Encore une politique qui, en Outre-mer, ne trouve pas les moyens de ses ambitions. Ce n'est pas l'État français qui prend en charge cet enseignement. C'est la colonie elle-même. Autrement dit, le Conseil général qui vote des budgets, qui crée des écoles pour recevoir les enfants. Mais là encore, à peine un tiers des enfants peuvent fréquenter ces écoles, pour plusieurs raisons. La première, c'est que beaucoup d'enfants sont également des travailleurs qui aident leur famille à réaliser des travaux des champs. Donc le père, la mère ne sont pas très enclins à envoyer les enfants à l'école. Deuxième élément, les écoles n'ont pas la capacité d'accueillir tous les enfants qui voudraient venir à l'école. Troisième élément, les écoles sont des écoles qui se trouvent surtout dans les bourgs. Par conséquent, quand il s'agit des hameaux, quand il s'agit des sites quelque peu éloignés, les enfants ne peuvent pas y aller. On a des histoires qui sont rapportées d'enfants qui faisaient quasiment 10 km, parfois 12 km, pour se rendre dans les écoles. Alors, il faut imaginer un petit peu ce que c'est, à l'heure où ils doivent quitter leur maison le matin, et ensuite pour rentrer le soir. Donc, ce sont des conditions extrêmement pénibles. En Nouvelle-Calédonie,
Les journées, c'était des journées de 6 heures. Le temps scolaire se limitait à 2 ou 3 heures. Le temps d'instruction proprement dit, ce qu'on appelle, nous, l'école. Donc non seulement les programmes se limitaient aux 3 premières années du primaire, mais par ailleurs les élèves ne passaient que 2-3 heures en tout et pour tout dans la classe. C'était vraiment des rudiments d'alphabétisation, beaucoup de français, les 4 opérations, et ils passaient énormément de temps dans les champs. Ce qu'ils apprenaient, c'était aussi à cultiver, c'était la menuiserie, c'était le travail du fer. Donc on peut toujours nous dire que la mission civilisatrice était le primo mobile de la présence française en Nouvelle-Calédonie. Quand on regarde l'effort, pour parler comme on parlait à l'époque budgétaire, c'est absolument dérisoire. Dans les années 1870, l'ensemble de l'enseignement indigène ne représente pas la subvention aux courses de chevaux de la mairie de Nouméa. Vous avez l'idée de la mission civilisatrice d'un côté, et puis vous avez la pratique coloniale de rapports extrêmement durs. Instruire, ça paraît... je sais pas, vous pensez sérieusement qu'on a colonisé la Nouvelle-Calédonie pour instruire les Kanaks ? Pour développer l'instruction et répandre la morale laïque jusqu'en Outre-mer, la Troisième République a elle aussi son missionnaire, le maître d'école. Jusqu'à la fin du 19e siècle, il vient le plus souvent de métropole. Il y a été formé. Une fois arrivé en Outre-mer, il parle une seule langue, le français, et obéit à une seule règle, celle de l'école de la République. Après celui qui régit l'habitation, c'est un nouveau maître que doivent intégrer les populations des Outre-mer. Une nouvelle pièce sur l'échiquier de la société coloniale. L'instituteur de la Troisième République, on peut dire que c'est un instituteur qui jouit d'une très haute considération de la part des autorités publiques. On se souvient de l'image qu'en a donnée Charles Péguy, les hussards noirs de la République. D'ailleurs, vous fait remarquer une image militaire, là aussi, qui n'est pas tout à fait anodine. Le rapport entre le maître et l'élève est manifestement un rapport hiérarchique, c'est-à-dire le mot même de maître, n'est-ce pas, est suffisamment significatif, je pense. Le maître est celui qui dispose du savoir. Le maître d'école, c'est aussi le garant d'un certain ordre social et moral sur un autre peuple assujetti, celui des enfants. Quand j'étais enfant, on nous défendait carrément de parler la langue. Et on était à l'internat, ça me moquait ma langue. Je me réveille le matin, je parle ma langue. Au coucher du soir, je termine par un conte en ma langue. Et je dors, et tous les jours comme ça. Tu arrives, tu es bloqué. Tu veux parler à ta copine de ta tribu, tu veux parler ta langue. Mais tu es obligé d'utiliser le français. Et on perd notre langue comme ça. Quand on allait jouer à la dinette, à la poupée avec mes copines de mon âge, 9 ans, 10 ans, on se sauvait à la montagne pour ne pas que les surveillantes et la directrice nous entendent. Et c'est là qu'on parlait notre langue, on était contents de se voir pour parler notre langue en cachette dans les montagnes. Alors quand on se faisait attraper, on ramassait des punitions, soit à genoux pendant 1 heure. Et ça fait mal à genoux pendant 1 heure. Et les camarades passaient puis nous regardaient, c'était humiliant quoi. Vous savez, il y a une punition corporelle qui est très pratiquée surtout à l'école primaire, c'est ce qu'on appelle la touque. Alors qu'est-ce que c'est que la touque? C'est un bidon et on vous faisait porter sur la tête. Il faut savoir ce qu'est le contenu du bidon. Le contenu du bidon, c'est les selles des élèves dans la nuit qui avaient été gardées de côté. Et quand vous êtes surpris à parler, par exemple, en lifou, en déhou, en némoné, maré, ou faire une bêtise, on vous fait porter ce bidon dans la cour, pendant la récréation. C'est là qu'on voit que l'école a quand même été vécue aussi avec une certaine violence. On a grandi avec des maîtres antillais, noirs comme nous, mais dont l'esprit était complètement blanchi et qui nous enseignaient sans aucun scrupule
toutes les valeurs occidentales et blanches. Mes parents pensaient qu'ils étaient des Français à part entière, donc nous, ils nous élevaient comme des petits Français, pas parler créole, pas sortir dans la rue, pas aimer la musique, pas danser, pas écouter de gros cas. Donc finalement, à l'école, c'était un peu le prolongement de la vie à la maison, une sorte de prison où on devait obéir, écouter, être toujours parfait, faire de son mieux, et où en fait la personnalité qu'on avait, les désirs qu'on avait à l'intérieur de soi, ne devait jamais trouver une restriction. Il fallait qu'on soit des enfants sages, bien élevés. Et évidemment, c'était la négation de tout ce qu'il y avait d'original en nous. À ne pas prendre en compte ce qui fait l'identité d'un peuple, on finit par renforcer sa quête identitaire. Ce qui explique cette violence. Il y a une violence institutionnelle et face à cette violence institutionnelle, on impose une autre violence par la parole, par les comportements, par les actes. Maintenant, il faut apprendre à respecter l'identité de l'autre si l'on veut sauvegarder la paix civile. Jamais nos grands-mères n'ont cru que leurs ancêtres étaient gaulois. Et c'est ça qu'on oublie très souvent. On pense toujours, trop souvent, à l'opprimé comme un aliéné. C'est-à-dire, il n'a pas de réflexion, il n'a pas... Et donc, ça y est, on lui assène des choses et puis lui, bêtement, il répète et il y croit. Encore une fois, c'est pas parce que nos grands-mères connaissaient tous les départements de France dans l'ordre qu'elles se pensaient blanches, françaises, qu'elles ne s'intéressaient pas à leur propre rivière, à leur propre histoire, puisque la preuve, c'est que toute la culture populaire traditionnelle, elle nous est transmise, elle est encore plus vivace aujourd'hui qu'hier. La langue créole, les contes, les chants et les... Alors, qui a fait le travail, puisque soi-disant on empêchait tout? Nous sommes à la fin du 19e siècle. Les écoles normales forment des enseignants sur place, dans les colonies d'outre-mer. D'esprit souvent blanchi par le dogme laïque, ils ont prolongé l'œuvre de Ferry pendant plusieurs décennies. Ils ont posé leur pierre sur l'édifice de la plus grande France. Mais dans le même temps, ils ont fourni aux écoliers d'outre-mer des clés et des outils pour interroger leur histoire. C'est le paradoxe de la mission civilisatrice. En philosophie, on nous enseignait les auteurs du XVIIIe siècle, on nous enseignait les textes fondamentaux de Montesquieu, de Jean-Jacques Rousseau, de Voltaire, de Diderot, et ceux-là étaient des adversaires du racisme, ceux-là étaient des adversaires du colonialisme. Donc, c'est là la vertu suprême de l'école, y compris de cette école qui enseignait l'idéologie dominante, l'idéologie coloniale dominante, c'est de donner, n'est-ce pas, aux petits négrillons que nous étions, la possibilité de s'instruire et devenant instruire, de pouvoir en quelque sorte remettre en question, y compris les savoirs qui leur étaient enseignés. Même si un certain but du colonisateur avait été, depuis la création de l'école, de soumettre les âmes à un projet qui était d'aliénation, il y a en réalité, j'ai envie de dire, un échec de ce projet, et en même temps, cette attitude des résistants qui consiste à prendre dans ce qu'on impose quelque chose qui va permettre de retourner dans un outil d'émancipation. J'ai eu toute une période pendant 17 ans au lycée Schœlcher où j'ai fait mes affaires tranquillement, en essayant de former les élèves. Mais c'était la moindre des choses que d'adapter son programme à l'endroit où se trouvaient les élèves, sans l'autorisation de qui que ce soit et sans être critiqué par qui que ce soit. On adaptait simplement. Seulement, par exemple, en seconde, j'avais la révolution de 1848. Il y avait une heure spéciale sur l'abolition de l'esclavage. C'est l'œuvre de la Seconde République. Ben ça, c'est le manuel de Lucrèce, qui était destiné aux cours complémentaires, c'est-à-dire après le certificat d'études. Et c'est très, je dirais français.
C'est-à-dire que c'est vive la colonisation, une colonisation réussie, et nous sommes pleinement français, il faut donc que nous ayons l'assimilation administrative. Mais ça n'empêche que je suis là avec une belle photo de Toussaint Louverture, parce que les gens n'ont pas de complexe à l'époque, et je lis, le héros de l'indépendance haïtienne, il s'attribue le titre de premier des Noirs, il dirigea à Saint-Domingue l'insurrection de 1802, fait prisonnier par le général Brunet, il fut envoyé en France et enfermé au fort de Joux, où il mourut en 1803. Les Outre-mer ont leur histoire et leurs héros, ces oubliés de la mission civilisatrice, ceux et celles que l'institution scolaire a écrasés. À la fin de la Troisième République, l'instruction des colonies, la grande banderole des Républicains, affiche un bilan plutôt douteux. En Outre-mer, si l'instruction est devenue un devoir, elle est loin d'être généralisée. On en a beaucoup parlé, mais finalement peu a été fait sous la Troisième République. C'était une justification, un argument pour prouver que la colonisation pouvait avoir une influence positive pour les citoyens de la France métropolitaine, comme pour les sujets des colonies d'outre-mer. Ça aurait dû se traduire par un grand nombre d'écoles, mais en réalité, il n'y avait que très peu d'écoles, une infime fraction du nombre qui aurait été nécessaire pour, entre guillemets, civiliser ces populations. La scolarisation avant la Deuxième Guerre mondiale était très faible. Peu d'élèves ont reçu une éducation française. Et le gouvernement s'est bien moins préoccupé de cette situation que l'Église catholique. La mission civilisatrice était un slogan de la Troisième République, mais en réalité, c'est son ennemi, l'Église, qui a rempli cette mission dans les colonies. Après la Deuxième Guerre mondiale, le gouvernement français s'est intéressé de plus près à l'éducation. Mais l'école n'est restée accessible qu'à une minorité de personnes. C'est clairement grâce à leur bagage scolaire que les membres de cette minorité ont pu faire germer leurs revendications. Après la Deuxième Guerre mondiale, le prestige colonial de la France en a pris un coup. L'État abandonne le terme de colonie et met fin au code de l'indigénat. Pour les Antilles et la Réunion, c'est le début d'une autre aventure avec la métropole, celle de la départementalisation et de l'assimilation. Les mots changent, mais l'école reste un lieu où les enfants d'outre-mer doivent apprendre à parler, à écrire et à penser en français. Bienvenue à l'école de l'assimilation. Dans les années 50, fin des années 50 et 60, c'est la démocratisation de l'enseignement qui est due à une pression démographique très très forte. Et c'est durant cette période que l'on va commencer à dénoncer les dysfonctionnements de cette école de la République française. Alors les principaux mots que l'on retrouve dans tous les manuels, dans tous les écrits des chercheurs, c'est assimilation bien sûr, aliénation, inadaptation, déracinement. Toute cette première dénonciation que symbolise Gérard Lauriette, cet instituteur normalien qui avait été déclaré fou parce qu'il dénonçait justement la politique de l'assimilation culturelle de la Grande France, on prend conscience qu'il faudrait une autre appréhension de la culture. Entre les Outre-mer et la métropole, des idées circulent et des voix s'élèvent contre la vieille règle coloniale. C'est le temps des prises de conscience. J'étais déjà à Paris, étudiante, et là, je crois que j'ai commencé à comprendre que tout ce que j'avais appris en Guadeloupe était en fait un leurre. Je ne dirais pas un mensonge, mais presque. Et quand j'avais 16 ans, 17 ans, j'ai commencé à comprendre qu'il y avait toute une part d'histoire, un pan de réalité qui m'avait été caché, tenu secret par mes parents, par le maître, par l'école, par tout ce qui m'entourait. Et j'ai commencé à ce moment-là, mais je vous dis, à 16 ou 17 ans, j'ai commencé à essayer de comprendre qui j'étais réellement et d'où je venais.
Cette première génération d'intellectuels africains est arrivée à Paris non pas pour faire des études d'ingénieur ou de médecine, mais pour étudier les sciences humaines, les humanités. D'un côté, ils avaient ce bagage scolaire français extraordinaire. Et d'un autre côté, ils étaient hostiles à toute idée d'assimilation. Ils revendiquaient « Nous sommes Français et nous sommes ici chez nous, en tant que Français du Sénégal, Français d'Afrique de l'Ouest ou Français des Antilles ». D'une certaine façon, ils ont intégré les termes, le discours et la logique de l'Empire qui disaient « Vous êtes tous Français ?» en répondant « Oui, nous sommes Français et voilà à quoi ça ressemble ». En Nouvelle-Calédonie, des voix s'élèvent aussi contre le moule colonial. Au début des années 80, une nouvelle forme d'école voit le jour, une école tournée vers l'enfant kanak qui l'intègre à son environnement, le PK, l'école populaire kanak, son instigateur, le FLNKS. Les OPK, c'est d'abord un mot d'ordre politique, un mot d'ordre de boycott des écoles qualifiées par les indépendantistes d'écoles coloniales. Donc ça englobait les écoles publiques et les écoles missionnaires. Consigne a été donnée aux parents du FLNKS de ne pas remettre leurs enfants à l'école à la rentrée et de les envoyer dans des structures alternatives qui s'appelaient les écoles populaires kanak. Bien évidemment que c'est difficile à mettre en place parce que on ne s'improvise pas enseignant, on n'a pas les matériaux, il s'agit d'être en rupture par rapport au monopole de la langue française à l'école pour enseigner les langues kanak à la place. Bon, bien évidemment, c'était difficile. 90% des EPK n'ont duré que quelques mois. Il faut dire que la réaction de l'État français, ça a été de supprimer les allocations familiales aux parents qui n'avaient pas renvoyé leurs enfants à l'école. Donc ça a remis tout le monde dans le rang. Les EPK ont montré qu'en fait, les savoirs anthropologiques de la culture, de la société et le savoir académique, il faut à un moment donné les rapprocher de sorte qu'on puisse passer d'un côté comme de l'autre, etc. Après 88, une grande partie des gens sont acquis à l'idée quelque part que une des causes de ces événements, c'est la non-perception de l'altérité, le fait que les groupes ne connaissaient pas leur histoire réciproque, et c'est la raison pour laquelle j'ai eu la chance de participer donc à ce manuel qui a été fait en 88, où il y a vraiment une volonté, je crois, de tous les participants d'essayer d'une certaine façon d'écrire une histoire commune. Multiculturel, c'est un peu le mot à la mode en Calédonie. C'est-à-dire qu'essayer de contourner les barrières en parlant de multiculturalité. Sauf que la multiculturalité n'est que théorique. Les politiques vont dire que l'école, ça va être un peu le creuset, c'est comme ça qu'ils ont utilisé le creuset de la société calédonienne. Jusqu'à présent, l'école n'est pas du tout à l'image de ce creuset-là. Au contraire, l'école continue à creuser des différences, des inégalités. Ici, en Calédonie, le bilinguisme a du mal à passer, comme un élément pouvant engendrer une réussite scolaire. Je suis maréen, je parle le négonais, je parle le français parce que je suis de l'école, et le français en général, et puis je parle le djehou, le lifou. Je pense que le bilinguisme est un élément fondamental pour le pays. Pas seulement pour réhabiliter ce côté affectif lié à la langue et la culture, mais c'est aussi de montrer qu'en fait il y a un système de pensée qui est à côté. C'est quand même là où les gens se replient pour pouvoir sauver une partie d'eux. La langue. Interdite, punie, cachée pendant des siècles, la langue du colonisé ressurgit comme un boomerang au visage du colonisateur. Je pense que le premier métissage qui s'est fait aux Antilles a été un métissage linguistique. L'esclave arrive avec un parler africain, il doit s'entretenir quand même avec un occidental, un maître, un contre-maître. Ils sont obligés tous les deux de construire une langue qu'ils peuvent comprendre.
Le créole, au départ, à mon avis, est un compromis qui devient hostile aux Français par le fait qu'il est toujours marginalisé. Il se durcit et devient de plus en plus, non pas agressif, non, mais fermé sur lui-même. À l'abri du monde colonial, de ses règles scolaires et de ses préjugés, les langues créoles et indigènes ont persisté. Et aujourd'hui, dans les réserves de Nouvelle-Calédonie, on parle toujours le Nengone, le Lifou, le Djiou. Et dans les rues de Fort-de-France ou de Saint-Denis, on parle encore le créole. On dit que pour sauver une partie de leur identité, les écoliers ont marronné le créole. Jusque dans les cours de récréation, l'histoire des Outre-mer, c'est celle d'un passé qui ne passe pas. Aujourd'hui, l'école cherche encore à se libérer des Gaulois et des Lumières, à s'affranchir de la métropole et de l'assimilation, à réconcilier deux langues, deux histoires et deux mondes. Grand-mère calme. Je me... Ok, vous avez compris? Un coup avec elle, un coup avec elle, un coup avec Mathieu et un coup avec Tico. Cricket. Attends, démarqué. On a toujours considéré que tout le monde devait parler français. Nous devons tous parler français. Le problème, c'est qu'on n'a jamais tenu compte de la langue créole. Et que plus les années ont avancé, plus les personnes ont mélangé français et créole. Au lieu d'avoir réussi à maîtriser la langue française, les parents et les enfants qu'on a aujourd'hui, ce sont des personnes qui ne font que mélanger français et créole. C'est pour ça, sans doute aussi, qu'on a autant d'illettrisme. On va essayer de travailler sur deux premières images. C'est bon? L'institution a mis en place un système pour qu'on crée des classes bilingues. Mais aujourd'hui, les collègues qui veulent monter les classes bilingues auront beaucoup de mal dans certaines écoles. Parce qu'ils essuieront la fronde d'enseignants réunionnais pour qui la langue créole n'a pas le droit de citer, ou d'enseignants métropolitains pour qui on doit enseigner la seule langue qui a de la valeur, la langue de la nation. Donc on se retrouve avec des personnes qui ne comprennent pas la problématique dans laquelle on se trouve à La Réunion. C'est ma langue maternelle. Ce n'est pas du petit nègre. C'est quelque chose qu'on m'a appris depuis tant petit. C'est quelque chose que j'ai construit. Je vis créole, je mange créole, j'habite dans une case créole. Et ça, depuis tant petit, je n'ai pas eu cet espace à l'école pour ma langue, pour ma culture. Et ça, c'est tout ce qu'on traîne. Moi, si j'ai fait ce métier et j'ai fait l'effort de faire une classe bilingue, c'est véritablement parce que je veux qu'on aide les enfants à s'en sortir et qu'on leur donne la chance d'avoir leur culture et d'avoir leur langue au pluriel, leur culture au pluriel. Voilà pour nos ancêtres les Gaulois, un documentaire de Dorothée Lachaud. Avec nous ce soir, Dewe Gorodé. Bonsoir madame. Bonsoir. Vous êtes enseignante, vous êtes également ministre de la Culture et de la Condition féminine en Nouvelle-Calédonie. Madame Gorodé, on a vu ensemble ce documentaire. Finalement, qu'est-ce qui reste aujourd'hui de cet enseignement?
Il reste encore, je dirais, beaucoup dans la tête des enseignants qui viennent de métropole. Mais sur place, bien sûr que nous n'apprenons plus nos ancêtres les Gaulois et les manuels scolaires ont été adaptés, notamment en matière géographique et historique. Quand vous l'avez vu ce documentaire, quelle a été votre première réaction? Que c'est la même histoire de cette éducation coloniale partout. Vous, justement, en Nouvelle-Calédonie, vous avez connu cette éducation coloniale. Comment vous l'avez ressenti, justement, cet enseignement à l'époque? Alors, à l'époque, à l'école de la tribu, parce qu'à cette époque-là, il y avait l'école de la tribu et ce qu'on appelait l'école des Blancs, qui était au village des colons. Et donc, à l'école de la tribu, il fallait qu'on s'aligne devant la porte, qu'on fasse la levée des couleurs bleu, blanc, rouge, donc avec le maître. Parfois, il fallait qu'on apprenne donc à chanter la Marseillaise. Et après, on entrait en classe où on apprenait effectivement en histoire, nos ancêtres, les Gaulois, avaient les yeux bleus et les cheveux blonds. C'était vos héros à l'époque? Nos héros, je ne dirais pas comme ça parce que au fond, à la tribu, on sait que nos ancêtres n'étaient pas les Gaulois parce que justement, les tribus, c'est ce qu'on a appelé les réserves, on vit à part, et les Blancs, ils sont là-bas au village. Alors aujourd'hui, vous l'avez dit en préambule, les choses ont changé. Ça veut dire que dans les manuels scolaires, on ne dit plus Vercingétorix ou nos ancêtres les Gaulois, c'est fini tout ça? C'est fini, on ne dit plus dans les manuels scolaires, en tout cas des écoles primaires. Alors, il y a aussi justement la conséquence de cet enseignement colonial, c'est l'émergence d'élites qui a beaucoup été retardée en Nouvelle-Calédonie. Est-ce que c'est vraiment l'une des raisons justement de cette émergence qui aujourd'hui tarde un peu en Nouvelle-Calédonie, émergence d'une élite, contrairement aux Antilles, à La Réunion ou ailleurs? Oui, il a beaucoup tardé. L'émergence a beaucoup tardé en Nouvelle-Calédonie à cause du code de l'indigénat qui n'autorisait pas les Kanaks à aller à l'école. Et ce n'est qu'après 1946, quand les Kanaks sont devenus citoyens français, et après la fin du code et du régime de l'indigénat, que l'école a été obligatoire pour les Kanaks. L'émancipation des élites, justement, passée par l'abolition de cet enseignement colonial, selon vous? L'abolition de cet enseignement colonial et surtout, pour nous, l'abolition du régime de l'indigénat. Alors, vous, on va le dire dans un instant, parce que le premier bachelier kanak, c'était en 1962. Vous-même, vous avez été la première bachelière kanak en 1968. Pourquoi ça a autant tardé? Toujours par rapport à l'indigénat? Toujours par rapport à l'indigénat, puisque nous étions donc la première génération d'élèves kanak pour qui l'école a été obligatoire. Comment vous l'avez ressenti justement le jour où vous avez eu votre diplôme des Ouégorodé? Alors, ça a été une grande joie, et surtout pour mes parents, parce que nos parents qui ont connu le régime de l'indigénat nous ont beaucoup poussés pour aller à l'école, parce que pour eux, l'école c'était la porte pour avoir un métier, on va dire. C'était pour vous aussi une revanche sur le colonialisme, sur l'État français? C'était une revanche sur quelque chose de particulier pour vous? Pour nous, donc pour les parents, il fallait obtenir ce que eux, ils n'avaient pas eu sous le système colonial. Et pour moi en particulier, il fallait aller le plus loin possible pour pouvoir donner voix aux Kanaks. Vous avez justement enseigné, vous continuez souvent à enseigner encore des Ouégorodé. Quand on enseigne l'histoire de la France en Nouvelle-Calédonie, est-ce qu'on a des scrupules? Est-ce qu'on se pose beaucoup de questions? À cette époque-là, non, mais moi, je me suis fait virer de l'établissement catholique où j'ai commencé à enseigner parce que j'ai voulu faire une exposition justement sur l'histoire des Kanaks. Et vous l'avez vécu comment, justement, ce limogeage? J'ai vécu évidemment comme une injustice, mais pour moi, ce n'était que les débuts d'une longue lutte. Et aujourd'hui, les mentalités ont évolué, ont changé selon vous? Ont changé sur le plan local, mais je ne crois pas qu'ils ont beaucoup changé chez les enseignants métropolitains qu'on nous envoie toujours de 20 000 km, parce que justement, nous n'avons pas de professeurs kanak, nous n'avons pas de médecins kanak, nous n'avons pas d'ingénieurs kanak, justement, à cause, toujours pour la même raison. Toujours par rapport à cette émergence des élites, vous pensez que tôt ou tard,
il y aura bientôt, d'ici un horizon assez proche, quand même des enseignants kanaks davantage? Davantage, puisque nous sommes dans le cadre de l'accord de Nouméa et même un peu avant. Dans le cadre des accords Matignon-Oudinot, nous avions eu le programme, et nous l'avons toujours, de formation de cadres. Merci Dewe Gorodé. Je rappelle que vous avez signé Tadowe ou No More Baby, un roman, et ce n'est pas le seul, mais on sait que vous êtes assez prolixe et productif en matière littéraire. Merci à vous Dewe Gorodé. Voilà donc pour Nos ancêtres les Gaulois, un documentaire de Dorothée Lachaud. Vous pouvez désormais commenter ce film sur notre page Archipel sur les réseaux sociaux. Merci à toutes les équipes de Polynésie Première qui nous ont permis de réaliser cette émission spéciale. Merci de votre fidélité et à tous, très belle soirée. À la semaine prochaine.